on est en train de parler au gouvernement et de demander au gouvernement de nous supporter, parce qu'il n'y a aucune raison que les donations qui sont reçues du monde entier ne soient pas mis dans le développement de l'hôpital, dans la construction de l'hôpital, dans le développement des nouveaux services, au lieu de payer les salaires des employés. Hadassah France, à son niveau, essaye de renforcer des projets bien ciblés que nous propose Hadassah et de le faire sous la forme d'une collaboration afin que Hadassah, Jérusalem et Israël soient mieux connus, mieux perçus. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec deux très hautes personnalités du monde de la médecine en France et en Israël. Je le vois à l'image, le professeur Emmanuel Messas, qui est le président d'Hadassah France, chef du service de cardiovasculaire à l'hôpital européen de Georges Pompidou, et on peut dire également le fils du grand rabbin, regretté grand rabbin David Messas, Zichrono Livracha. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et nous sommes en ligne également à Jérusalem, à l'hôpital Hadassah Ein Karem, avec le professeur Yoram Weiss, qui est le directeur général de l'hôpital Hadassah. Boker Tov, Yoram Weiss. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous sommes ensemble à l'occasion d'un webinaire qui se déroulera ce soir, qui a été organisé par Hadassah France et par la MIF. Emmanuel me corrigera si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. C'est un webinaire exceptionnel pour essayer justement de tirer les leçons, ou en tout cas d'essayer de comprendre ce qui nous est arrivé depuis un an avec l'épidémie du coronavirus et comment se projeter vers l'avenir alors que l'on entrevoit, on va dire, le bout de cette épidémie. Mais avant tout, je voudrais que nous séparions notre discussion ce matin en deux, puisque vous parlez également, bien entendu, vous êtes professeur Emmanuel Messas, président d'Hadassah France, comme je le disais. On va parler aussi d'Hadassah avec vous, Yoram Weiss, et de son statut particulier dans l'histoire de l'État d'Israël et aujourd'hui en tant qu'hôpital public, qui a un statut tout à fait particulier. Je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Alors la première question que je voudrais vous poser, je la pose au professeur Yoram Weiss tout d'abord parce qu'on en parle beaucoup ici en Israël, c'est la situation de saturation dans les hôpitaux. Les départements coronavirus sont apparemment submergés. Quelle est la situation, professeur Yoram Weiss, aujourd'hui à l'hôpital Hadassah Ein Karem? Je vais dire qu'on n'est pas submergé parce qu'on s'est bien préparé, mais on est plein. Et surtout, ce qu'on voit, un très haut niveau de malades qui sont dans une condition qui est grave, qui demande en fait la réanimation. Et ça, c'est le grand problème. Parce qu'au même temps, l'hôpital régulier continue à travailler. Ça, c'est une chose qu'on a fait un très grand effort pendant toute l'épidémie, de continuer le marche régulier des services médicaux aux citoyens de Jérusalem et d'Israël pendant l'épidémie. Oui, je peux personnellement en témoigner puisque mon père est à l'hôpital pendant un mois, à l'hôpital Hadassah Ein Karem, jusqu'à il y a quelques jours, il est à l'hôpital Arat Sofi. Mais effectivement, c'est la difficulté par rapport au premier confinement, puisqu'au premier confinement, effectivement, on a mis la priorité, on a accordé la priorité aux malades du coronavirus en mettant de côté, on va dire, les opérations qui n'étaient pas urgentes. C'est vrai, et on a très vite appris qu'on ne peut pas faire ça. Je pense que dans le monde entier, on a compris ça. Parce qu'en fait, si on met à côté les autres malades, en fin de temps, on arrive à se soigner des conditions qui étaient chroniques, qui deviennent des conditions aiguës et plus graves. Et pour cette raison-là, on fait un très grand effort de continuer en même temps soigner les malades réguliers avec les malades de Corona. Et est-ce que l'on peut continuer comme cela lorsque l'on sait qu'il y a 10 000 nouveaux malades quotidiens? C'est le nombre d'hier, des données d'hier qui sont alarmantes. Malheureusement, ça devient de plus en plus dur. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est des interventions qui sont vraiment des interventions qui ne sont pas urgentes, qui sont des interventions qui sont pour le bien des malades, mais pas pour la santé vraiment, ont été arrêtées. Mais on continue de maintenir tous les services qui sont des services qui sont importants. Les services pour les malades chroniques et pour les malades aigus en même temps. Alors, je voudrais vous demander à tous les deux de nous dire, on ne va pas faire bien entendu tout le webinaire qui est prévu ce soir, mais on va essayer de donner un peu envie à nos auditeurs d'y participer ce soir, de nous donner un peu une appréciation des différences de gestion entre la crise en Israël, telle que vous l'avez vécu, le professeur Yoram Weiss, et comment elle est gérée en France, professeur Emmanuel Messas. On va donner la parole à Emmanuel.
Alors bonjour, oui, merci pour l'invitation et merci à Yoram d'être toujours disponible pour nous, hein, pour Adassa France. Eh bien, nous, il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase, en mars, où là, c'était vraiment une organisation très compliquée, très difficile, avec l'ensemble des patients qui sont submergés l'hôpital, où il n'y avait plus du tout, effectivement, de prise en charge des patients non Covid, avec le SAMU qui a tout géré, et ce qui a rendu les choses très, très compliquées, avec un vrai tsunami sur l'hôpital, où l'ensemble des patients non Covid n'ont pas été traités, avec un retard de prise en charge qui a fait qu'il y a eu une augmentation et de la mortalité et de la morbidité des patients non Covid. Donc en France, la première vague a été très difficilement gérée et ça a été très mal vécu et par les médecins et par les paramédicaux, où il y a eu clairement un retard à l'allumage clair qui a fait que l'organisation n'était pas très au point. Pour la deuxième vague, donc qui a commencé un peu en septembre, là les choses ont été un peu plus mieux organisées, où d'abord on avait des moyens, on avait des gants, des masques, du gel, ce qu'on n'avait pas au début en France lors de la première vague. Et ça a été pris en charge où on a finalement gardé les structures, comme l'a dit le professeur Weiss, habituelles, et on a rajouté des structures dédiées au Covid, voire dans mon service, une moitié du service était Covid et l'autre moitié n'était non Covid, avec le même personnel médical, ce qui a permis une meilleure gestion de la crise, avec secondairement, vous savez, en France, il y a un réseau de médecine privée très développé, et si vous comptez le nombre de patients pris en charge en Île-de-France, vous avez été plus pris en charge par le secteur privé que par le secteur public. Est-ce qu'il y a une différence entre Israël et la France concernant le traitement des personnes âgées, en particulier au début de la crise? On a eu ce sentiment en vue d'Israël. Alors, oui, vas-y, Jérôme. Non, vas-y. Allez-y, allez-y. Nous, effectivement, et il y a eu à un moment, par le député Meir Habib qui a fait une très belle initiative, il y a eu effectivement une sorte de nouvelle loi éthique qui disait qu'au-delà de 75 ans, eh bien, il fallait poser le pour et le contre sur la prise en charge des patients, avec effectivement une décision, même voire de traitement accompagnateur. Donc, c'était un peu avec une loi un peu dédiée aux patients Covid, alors même qu'il y avait déjà des lois éthiques qui étaient tout à fait claires sur l'accompagnement des patients en fin de vie. Donc, il y a eu un flottement, puis après, les choses ont été prises en charge de façon classique. Et effectivement, le Covid a fait que, comme les médecins n'appréhendaient pas complètement la gravité de la maladie, sa prise en charge, il y a eu une sorte de flottement sur la prise en charge des patients, et particulièrement des patients après l'âge de 60 ans. Professeur Yoram Weiss, on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que c'est un peu le contraire de ce qui s'est passé en France, en Israël. La première vague a été très bien gérée. On se rappelle que, par exemple, jusqu'au mois de juin, il y avait, on va dire, entre guillemets, seulement 300 décès en Israël, et qu'après, au mois d'août, septembre, octobre, on a assisté à une vague de malades, de données extrêmement effrayantes. On est arrivé à jusqu'à 9000 malades quotidiens, et qu'on voit que même aujourd'hui, le troisième confinement, il y a encore énormément de malades et c'est beaucoup plus difficile à gérer. C'est-à-dire, on peut dire que le premier confinement était bien géré, le second et le troisième moins bien? Je ne pense pas que c'est le confinement qui a été bien ou mal géré. Je pense que tout d'abord, avec le temps, il y a une fatigue des gens des distances, de s'éloigner d'un de l'autre, comme des personnes, on est des personnes qu'on veut la compagnie, et ça devient de plus en plus problématique. Deuxièmement, on a des populations en Israël qui sont des populations spéciales, les ultra-orthodoxes et la communauté arabe, où les choses marchent un peu différemment que dans le monde occidental. Je dis ça, mais c'est malheureusement, mais c'est la vérité, il faut le comprendre. Et troisièmement, ce que je pense que maintenant, ce qu'on voit en Israël, c'est que parce que les ports du pays étaient ouverts, ce qu'on voit maintenant, je pense, c'est en fait le nouveau type du virus qu'on voit maintenant, qui est très infectieux. J'ai maintenant fini un meeting sur ce sujet et on pense que ce qu'on voit maintenant ici en Israël, c'est relié au nouveau type de virus qu'on va rencontrer maintenant. Et malheureusement, parce que les aéroports étaient ouverts, on se confronte maintenant avec ce nouveau type de virus. Je dois dire en fait qu'en Israël, on a fait énormément d'efforts de traiter les gens âgés, de prévenir la maladie chez les gens âgés, de vacciner
les gens âgés le plus vite possible. Ce qui en fait a été très bien atteint. Et en fait, aussi, la décision de soigner tout le monde. Ne pas prendre la décision que d'un certain âge, on ne traite pas la personne, mais on traite chaque personne, peu importe son âge. Alors, un mot maintenant sur la vaccination. Là aussi, entre la France et Israël, il y a une nette différence apparente. On a parlé du phénomène israélien en France, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, professeur Weiss, on continue à vacciner au même rythme qu'au cours des premières semaines? Alors, je peux vous dire que même plus, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, fort probablement, je sais le numéro à peu près, c'est à peu près 25% de la population qui a été déjà vaccinée. Et il y a un très grand effort, et je pense que ce résultat se met à cause de la structure du système médical israélien qui est très structuré, qui est très organisé par 4 caisses de maladies, et les hôpitaux et tout sont tout à fait en contrôle en tout ce qui concerne l'organisation médicale au ministère de la Santé, et aussi indirectement la support de l'armée israélienne, il faut le dire aussi. Tous ensemble ont mis un système qui nous permet de vacciner d'une façon très très efficace les malades. Professeur Messas, en France, on s'inspire du phénomène israélien, du modèle israélien? Alors, on essaye. En fait, il y a deux différences. Bon, d'abord, la population, c'est 60 millions d'habitants. Et deuxièmement, il y a en France, malgré la France de Pasteur, une sorte de réticence sur les vaccins. Il y a les complotistes, les anti-vaccins, et qui a fait que le gouvernement a eu peur de commencer de façon massive la vaccination, et est allé un peu de façon graduelle. Il a été très critiqué là-dessus, donc il essaye maintenant de reprendre la main. On est à peu près à 500 000 personnes qui ont été vaccinées, et je pense qu'à la fin du mois, on essaie au début février être à 1 million de personnes. Et c'est clairement pas suffisant, puisqu'il faut une sorte de masse critique pour avoir ce qu'on appelle la l'immunité générale. Et donc là, on essaye d'aller plus vite, mais la France aussi était liée au fait que les achats de vaccins étaient faits au niveau de l'Europe, parce que pour négocier les prix, et ce qui fait qu'elle ne peut pas de façon individuelle aller elle-même gérer son stock de vaccins. Donc là, on a les vaccins Pfizer, les vaccins Moderna vont arriver, puis AstraZeneca. Donc il y a une montée en puissance graduelle, mais qui n'est pas du tout la vaccination en masse qu'a fait Israël. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Israël en France pour montrer un peu le décalage entre la France et Israël. Et la deuxième chose, en France, on n'a pas fait aussi un reconfinement massif, parce que là encore, en France, le convivial, le café, le fait de manger dehors est très, très ancré dans la culture, et c'est très difficile de réimposer des confinements complets. Alors, c'est graduel là encore. Il y a une sorte d'interdiction de sortir à partir de 18 h maintenant, alors que c'était à partir de 20 h. Donc, les choses sont faites de façon graduelle en ciblant certaines activités, mais ce n'est pas fait de façon massive comme ça avait été fait au mois de mars. Alors, je voudrais maintenant que l'on parle de l'hôpital Hadassah lui-même, de cette grande institution qui est l'hôpital Hadassah à Jérusalem et on va dire même en Israël. Une institution historique. J'étais Shabbat dernier à l'hôpital Hadassah à Hat Sophie, mais je voyais les noms des directeurs des hôpitaux d'Hadassah. C'est toute l'histoire d'Israël qui défile. Et je crois qu'on peut dire que l'hôpital Hadassah, professeur Weiss, a un statut tout à fait particulier dans le paysage médical israélien. C'est ce qu'on appelle en hébreu un hôpital tzibouri, public. Quel est son statut? Expliquez-nous quel est son statut par rapport au gouvernement, par rapport aux autres hôpitaux qui sont des hôpitaux gouvernementaux. Malheureusement, on est considéré comme un hôpital privé ou semi-privé, et c'est la raison qu'on nous appelle public et pas gouvernemental. Et pour cette raison-là, nous et les autres 6 autres hôpitaux, un à Jérusalem, Shaare Tzedek, et les autres à Nazareth, à Bnei Brak et à Natania, qui ont été mis en place par des organisations volontaires avant la création du pays de l'État d'Israël, restent et continuent à travailler comme des hôpitaux qui sont publics et semi-privés. Et pour cette raison-là, jusqu'à ce moment-là, le gouvernement ne nous accorde pas le même support matériel et financier comme ils accordent aux hôpitaux gouvernementaux. Y compris pendant la crise. Voilà. Pardon ? Y compris pendant la crise. Non, il faut le dire. Et ça, c'est ce que je voulais dire. Pendant la crise, le gouvernement a pris et nous a supportés. Et je pense que le support du gouvernement pendant la crise a été tout à fait responsable. Mais ce qu'on est en train de le dire, en fait,
c'est que c'est très bien de nous supporter pendant la crise, mais puisque avant la crise, on n'était pas bien supporté, pour cette raison-là, on a des problèmes de quantité de personnel médical qui n'y a pas dans les hôpitaux gouvernementaux. Et pour cette raison-là, ce qu'on est en train de dire maintenant au gouvernement, c'est pour que Hadassah et les autres hôpitaux, qui sont des hôpitaux publics, qui servent la même population israélienne comme les autres, reçoivent le même support comme les hôpitaux gouvernementaux. Ce qu'on demande, c'est d'être égal à tous les autres hôpitaux en Israël. Parce qu'en fait, il faut le rappeler, l'hôpital Hadassah a été créé par le mouvement des femmes d'Hadassah aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense aux États-Unis et au Canada également. Et que d'une certaine manière, Hadassah France aussi, ça fait partie de cet ensemble de soutien qui, d'une certaine manière, participe au développement de cet hôpital. Et il faut bien avouer que ces dernières années, on en a beaucoup parlé de l'hôpital Hadassah parce qu'il a effectivement des difficultés qui sont inhérentes à ce statut particulier, n'est-ce pas ? Tout à fait d'accord. Et pour cette raison-là, on est en train de parler au gouvernement et de demander au gouvernement de nous supporter, parce qu'il n'y a aucune raison que les donations qui sont reçues du monde entier ne soient pas mis dans le développement de l'hôpital, dans la construction de l'hôpital, dans le développement des nouveaux services, au lieu de payer les salaires des employés. Nous, on pense que les salaires des employés, parce qu'Israël a un système médical universel où tous les citoyens ont la permission de recevoir un service médical gratuit, c'est le gouvernement qui doit nous aider de couvrir ces dépenses qu'on fait. Le support qu'on reçoit de la France, des États-Unis, de tous les autres pays occidentaux ou non occidentaux, c'est un support qu'on demande à mettre dans le développement des services, dans le développement de l'hôpital. Alors justement, professeur Emmanuel Messas, quels sont les grands projets qu'Hadassah France projette de soutenir dans le cadre d'Hadassah, Hadassah Ein Karem, Hadassah Har Hatzofim? Je suppose que c'est la même entité de ce point de vue-là? Oui, bien sûr. Et en fait, depuis que j'ai pris la tête de Hadassah France, et j'ai favorisé, d'ailleurs, de par les statuts, c'est une obligation, la collaboration entre des services de Hadassah, qui sont des services d'excellence, et des services aussi d'excellence en France, où donc l'argent levé participe à des projets de recherche, des projets cliniques. Bien entendu, que la grande majorité de l'argent va à Hadassah, mais aussi un peu en France. On permet par exemple à des médecins israéliens de venir se former en France. On a eu un chirurgien viscéral qui est venu à l'hôpital Saint-Louis, on a une cardiologue à l'hôpital Pompidou, une généticienne à l'hôpital Necker. Ils viennent, ils se forment, ils font des collaborations, ils repartent après à Hadassah pour favoriser des recherches ou démonter des bourses de recherche collaboratives qui permettent d'intégrer, par exemple, des bourses de recherche importantes européennes à l'hôpital Hadassah. Donc, j'ai vraiment voulu renforcer ce lien pour deux choses. D'abord, pour avoir un impact pratique sur l'activité clinique et de recherche de l'hôpital Hadassah, et aussi pour, à notre niveau, augmenter le rayonnement et la connaissance de Hadassah dans le monde. Vous savez, quand la cardiologue est venue à Pompidou, ils ont été émerveillés par son niveau au niveau génétique, au niveau cardiologique. Là aussi, à la Pitié-Salpêtrière, on a eu un docteur Shai Rosenberg qui est venu pour faire de l'oncogénétique sur les tumeurs du cerveau chez l'enfant. Il a travaillé chez le professeur Delatte à la Pitié. Ils ont été émerveillés et ça a permis de forger des collaborations. Donc vraiment, Hadassah France, à son niveau, essaye de renforcer des projets bien ciblés que nous propose Hadassah et de le faire sous la forme d'une collaboration afin que Hadassah, Jérusalem et Israël soient mieux connus, mieux perçus. Professeur Weiss, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner une forme de carte d'identité d'Hadassah? Parce que lorsque l'on vient à Hadassah, on a l'impression d'être dans une ville, dans la capitale de l'État d'Israël. Qu'est-ce que c'est Hadassah en quelques chiffres, en quelques données, y compris même financières, on va dire? C'est à peu près $1 milliard par année de transactions financières. C'est à peu près plus d'1 million d'habitants israéliens qui sont soignés à Hadassah chaque année. Et il faut souligner des Juifs et des Arabes. Je crois que c'est important de le souligner parce que c'est l'un des miracles de la coexistence dans cet hôpital. Exactement. Et c'est un hôpital
qui en fait démontrent la collaboration et la cohabitation entre juifs arabes, juifs, chrétiens, musulmans, palestiniens, tous ensemble, ici à Jérusalem. Et ça, c'est Hadassah. Et au niveau du personnel, du nombre nombre de malades qui sont soignés? De nombre de malades, on a tous les jours à peu près entre 1000 malades qui ne sont pas corona. Et encore, il faut ajouter maintenant les 150 malades de corona, d'entre eux, 30 qui sont dans des services de réanimation. Alors, professeur Emmanuel Messas, on va dire un mot sur le webinaire de ce soir. Il est organisé également, je le disais, avec l'AMIF. Il y aura d'autres intervenants. Si je ne m'abuse, vous allez peut-être m'aider, mais je crois que c'est le professeur, je l'ai noté également, le professeur Philippe Calfon, notre ami le docteur Richard Prasquier, et Patricia Zimmerman, qui est une responsable de la Clalit dans le centre d'Israël, de la Coupatrolim Clalit. Quel est l'objectif de cette rencontre, de ce webinaire? Alors, tout à fait. D'abord, on a la chance d'avoir des intervenants de qualité, le professeur Yoram Weiss, Madame Zimmerman qui s'occupe des vaccins sur Hadassah, et le professeur Philippe Alphon qui est l'adjoint du fameux professeur Raoult à Marseille et qui va nous donner un peu aussi la perspective marseillaise de la prise en charge qui est particulière en France, qui n'est pas la même que ce qui se passe en France, sur la prise en charge et de la maladie et de la vaccination localement. Et bien sûr, le docteur Richard Prasquier qu'on est présent. Alors en fait, l'idée de ce webinaire, c'est, comme vous l'avez dit, d'abord de comparer les prises en charge en Israël et en France, de rappeler le principe et les objectifs de la vaccination et de donner un peu la caractéristique française de la défiance du vaccin. Et ensuite, bien entendu, de rassurer ou de donner les données qu'on a actuellement, grâce à Israël d'ailleurs, sur les effets secondaires du vaccin, sur les populations à risque qui doivent d'abord être vaccinées, sur comment on organise les vaccins et sur les différents types de vaccins et les différents mécanismes qui sont mis en jeu dans la protection contre le Covid-19 grâce à ces vaccins. Alors, bien entendu, on parlera aussi de la logistique, de l'organisation qui a beaucoup fait parler en France. Et on verra comment on peut l'améliorer et voir comment ça se passe en Israël. Et enfin, comme l'a dit le docteur Yoram Weiss au début, on parlera de l'inquiétude face aux variants et de savoir si finalement ces vaccins ou les nouveaux vaccins qui arrivent pourront permettre de se protéger des variants et de lutter contre la contamination, parce que le vaccin, on est protégé de façon individuelle, mais on se protège de l'autre. Là encore, c'est une vaste question. Donc, c'est un webinaire tout à fait passionnant, qui sera donc avec la perspective française et la perspective israélienne. Eh bien, et je suppose que pendant ce webinaire, on rendra hommage, bien entendu, aux équipes médicales qui travaillent d'arrache-pied depuis près d'un an maintenant pour lutter contre ce virus. Merci beaucoup, professeur Yoram Weiss, directeur général de l'hôpital Hadassah Ein-Karem, professeur Emmanuel Messas, président d'Hadassah France, directeur du département de cardiovasculaire de l'hôpital Georges Pompidou. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne chance pour ce webinaire et bonne chance dans votre métier difficile aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Au revoir.